Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission de la Tribune. Aujourd'hui, on accueille Valérie Richer, directrice générale de la Société d'Alzheimer du Centre du Québec. Bonjour Valérie. Bonjour Amélie. J'aimerais que tu commences cette entrevue en nous faisant un bref historique de la Société d'Alzheimer du Centre du Québec. Initialement, la Société d'Alzheimer Centre du Québec s'appelait Société Alzheimer Drummondville, qui est devenue vraiment une société plus régionale pour le centre du Québec. C'est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 1995. À la base, ça a été quand même assez petit comme organisation pendant plusieurs années. L'hébergement est présent depuis longtemps. Et dans les 3 dernières années, c'est vraiment un organisme qui a subi une belle croissance. Là, les services se sont vraiment déployés partout au centre du Québec. Donc, maintenant, on est quand même assez significatif. Là, et on est membre également de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer du Québec. Donc, partout à travers le Québec, c'est 19 autres sociétés similaires à la nôtre là, qui offrent des services à la population. Et justement, c'est quoi vos services, votre clientèle que vous pouvez desservir et le territoire? Nous sommes le seul organisme qui offre des services du début à la fin de la maladie d'Alzheimer ou autres troubles neurocognitifs. Donc, on couvre vraiment le cycle complet de la maladie. La clientèle, c'est soit une personne vivant avec la maladie d'Alzheimer ou un proche aidant. Quand une personne a un diagnostic, souvent on évalue de 1 à 3 proches aidants qui sont atteints par cette situation-là. Dans nos services, on a une équipe de services conseils qui offre des services soit de consultation individuelle, de groupe. Donc, on a des cafés-rencontres, des groupes de soutien pour les proches aidants, des ateliers d'information également, on appelle l'ABC de la maladie. C'est vraiment 3 séries de 5 ateliers qui vont permettre de mieux comprendre c'est quoi la maladie, c'est comment elle s'exprime d'une personne à l'autre, quelles sont les stratégies également, les deuils, il y a beaucoup de deuils à faire à travers ça. Donc, on a des activités avec notre équipe de services conseils à la fois pour les personnes vivant avec la maladie que pour les proches aidants. Nous avons également une résidence qui est située à Saint-Charles-de-Drummondville, la maison Myosotis. C'est une résidence pour 13 personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou autres troubles neurocognitifs. Donc, c'est vraiment un milieu de vie qui est très familial avec une approche centrée sur la personne. Donc, l'objectif pour nous, c'est vraiment d'aider la personne à maintenir ses acquis le plus longtemps possible. Donc, on a par exemple des animatrices qui font de l'animation 6 jours semaine pour aider justement autant au niveau créatif que cognitif à maintenir les acquis de la personne. Dans nos services, on a également de la formation professionnelle. Donc, on a une entente avec le CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec pour la région Centre du Québec de former les professionnels de la santé et des services sociaux à mieux intervenir auprès de la clientèle. Nous avons également tout un service de répit-stimulation à domicile. Donc, partout au centre du Québec, une personne qui vit avec l'Alzheimer peut, pour son proche aidant et pour elle, demander du répit. Donc, l'objectif de ce service-là, c'est à la fois de stimuler la personne afin qu'elle maintienne ses capacités, mais également de donner du répit au proche aidant. Nous avons également un service similaire en groupe. Donc, c'est une voiture avec 2 animatrices qui sillonnent le centre du Québec, qui procède également de la même façon, mais en groupe, pour encore là stimuler les personnes vivant avec l'Alzheimer et donner du répit aux proches. Puis, comment ils sont stimulés? Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus précisément des activités qui sont offertes? Ça va vraiment dépendre du niveau d'atteinte. On a des gens qui sont en début de parcours, donc avec eux, parfois, on est capable d'aller un petit peu plus loin. On a des gens, des fois, au niveau de la communication, que ça devient beaucoup plus difficile ou au niveau de l'attention, donc il faut être plus créatif. Ça peut être, par exemple, on part des intérêts de la personne. Donc, une personne qui aurait eu, je sais pas moi, des intérêts pour les arts, ben on peut utiliser ce médium-là, que ce soit en faisant des mandalas, en travaillant des toiles, en travaillant plus la dextérité fine également. Des fois, ça peut être de travailler avec des perles, de la ficelle. Ça peut être au répit mobile, là, on a une activité habituellement que les gens aiment beaucoup, c'est le jeu de la balloune. Donc, c'est vraiment de prendre des spaghettis de piscine qu'on coupe en 2, on gonfle des ballons et ça permet aux gens de rester actifs physiquement tout en étant assis, sans blessure parce que c'est juste des ballons de fête qu'on gonfle. Donc, ça peut être toutes sortes d'activités comme ça, des jeux de société également qu'on essaie de travailler, des casse-têtes. Donc, on essaie d'alterner à la fois le côté cognitif, physique, artistique et aussi émotionnel.
dépendamment encore là du niveau d'atteinte, certaines personnes parfois regardent des photos, chanter des chansons d'antan. La musique peut être très thérapeutique. On a même parfois des personnes qui vivent avec la maladie qui ne communiquent pratiquement plus, mais que quand on commence à chanter une chanson qui était significative pour eux, ça repart tout seul, là. OK. Puis, j'imagine que pour offrir tous ces services-là, ça prend des campagnes de financement, des moyens d'amasser de l'argent. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Oui, ben on a le soutien financier du CIUS Mauricie Centre du Québec pour une partie des services, mais c'est évident effectivement là, qu'on a besoin du soutien de la population. La principale activité de financement que nous offrons, c'est la marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine. Cette marche-là, c'est vraiment une marche qui est nationale, donc qui relève d'Alzheimer Canada. Et chaque région, ensuite, vont la déployer là, à leur couleur régionale. Donc, pour nous, elle a lieu à chaque année le dernier dimanche du mois de mai. Cette année, ce sera le 28 mai au village québécois d'Antan. Donc, c'est une façon pour nous d'amasser des fonds, que ce soit au niveau individuel. Les gens peuvent aller là, sur notre site Internet, toutes les informations seront accessibles, peuvent s'inscrire à la marche, peuvent monter une équipe également pour amasser des fonds. Il peut avoir aussi la contribution d'entreprises qui souhaitent s'associer avec nous là, pour la marche. Toutefois, tout au long de l'année, il y a toujours la possibilité de faire des dons. Il peut y avoir des dons à la mémoire pour les personnes qui nous ont malheureusement quittés, mais il peut également avoir des dons à l'honneur. Donc, c'est quand même intéressant cette façon de faire-là. Ça va être des dons à l'honneur pour des gens qui sont toujours vivants et à qui on aimerait rendre hommage. Donc, ça peut être des gens vivant avec la maladie, ça peut être un proche qui a été très significatif. C'est arrivé pour certains employés de notre société que des gens recevant les services voulaient remercier la personne. Donc, il y a eu un don à l'honneur. Tout ça se retrouve également là, sur notre site Internet. Là. Puis ça nous permet, cette portion-là est quand même très importante là, pour maintenir notre offre de service. Là. Okay. Puis la mission principale de la Société d'Alzheimer, c'est quoi? C'est vraiment de soutenir la personne vivant avec la maladie d'Alzheimer et ses proches aidants. Donc, que ce soit par de l'information, de la promotion des saines habitudes, que ce soit par de l'hébergement, des services conseils. Donc, on ratisse vraiment le cycle complet de la maladie là, et pour la région du Centre du Québec. Donc, c'est les 5 MRC qui relèvent du Centre du Québec. Okay. Puis toi, ton parcours, Valérie, c'est quoi? Et c'est quoi ton rôle dans l'association? En fait, mon rôle, moi, je suis à la direction générale, donc c'est de m'assurer que chacun des services est déployé de façon optimale. Donc, c'est quand même 75 employés environ là, au niveau de la Société Alzheimer pour tous nos services. J'ai des acolytes là, dans tout ça, là, c'est évident. Là, j'ai une équipe de direction, j'ai une personne aux communications, j'ai une équipe terrain là, pour l'hébergement là, qui est vraiment très dédiée au bien-être de la clientèle, des accompagnateurs qui vont à domicile, mon équipe du répit mobile, d'animation. Donc, on est vraiment une équipe multidisciplinaire très complète. Pour mon parcours, moi, à la base, j'ai commencé comme éducatrice spécialisée. Donc, je me suis cherchée pendant quelques années. J'ai finalement atterri en réinsertion sociale où j'ai été pendant 15 ans. Donc, c'était une clientèle adulte judiciarisée et on faisait vraiment la réinsertion sociale. Ce parcours-là m'a amené après ça à travailler pour un regroupement provincial en santé et bien-être des hommes. Une des actions de ce regroupement-là, c'était vraiment de valoriser la demande d'aide chez les hommes. Pour moi, j'avais eu un parcours où j'avais travaillé beaucoup avec une clientèle masculine qui tardait beaucoup à demander de l'aide. Donc, c'était pour moi quelque chose de très intéressant. Et j'ai développé dans ce travail-là beaucoup plus mon réflexe politique parce que c'était au niveau provincial, on était aussi collé avec les gouvernements et tout ça. Et finalement, en juin, là, j'ai atterri à la Société Alzheimer Centre du Québec. J'avais envie de revenir à quelque chose qui avait une portée. Le regroupement, c'était vraiment intéressant, mais j'étais plus loin de la clientèle ou de l'intervention. Je voulais retomber à quelque chose de régional avec une mission plus populationnelle où je sentais que les services avaient vraiment un impact direct là, sur les gens de ma région. Quand tu m'as décrit ton parcours, j'ai en tête la prévention. Tu as vu, surtout chez les hommes, il manquait de prévention dans leur vision de leur situation. Il aurait fallu qu'ils prennent en charge leurs conditions avant. Oui, souvent. Fait que là, je voulais que tu nous en parles justement pour la Société d'Alzheimer, la prévention. Comment on peut prévenir le développement de cette maladie-là le plus possible? C'est très intéressant que tu me poses cette question-là, Amélie. On travaille beaucoup avec la fédération que je nommais tout à l'heure.
on a la docteure Belleville, Sylvie Belleville, qui est la porte-parole, l'ambassadrice scientifique, je ne vais pas me tromper, l'ambassadrice scientifique de la Fédération. Docteur Belleville travaille justement au niveau des facteurs de protection. Il y a un bout de la maladie sur lequel on n'a pas de contrôle. Il y a un facteur âge, il y a un facteur génétique. C'est sûr que ça, on peut pas rien changer à notre génétique. Toutefois, on a quand même du pouvoir sur plusieurs facteurs. J'irai pas en détail. On a une conférence là, qui s'appelle « Prévenir la maladie d'Alzheimer » à cet effet-là. Mais je peux donner quelques exemples. Récemment, on a compris que le sommeil avait un impact important dans la prévention de la maladie. Donc, avoir des saines habitudes de sommeil, une personne qui serait de nombreuses années à vivre avec de l'insomnie, à dormir des 4-5 heures, peut avoir un risque un petit peu plus élevé. Tout ce qui est tabagisme, alcool, c'est vraiment des facteurs qui ont un facteur de prévalence là, important au niveau d'un diagnostic de troubles de neurocognitifs. Évidemment, les saines habitudes de vie, on y échappe pas, là, que ce soit au niveau de l'alimentation, de l'activité physique. On vise environ 5 fois semaine, 30 minutes pour maintenir notre santé cognitive. Tu sais, on pense à l'activité physique en disant on va avoir un impact sur notre santé physique, mais ça a un impact à différents égards. Notamment, ça diminue l'obésité, l'hypertension. Ce sont des facteurs qui augmentent la prévalence du diagnostic. Mais tu sais, il faut pas partir en peur en disant hey, là, je fais de l'insomnie, je fume, puis partir en peur, là. Idéalement, c'est de se fixer des petits objectifs à atteindre. On transforme pas toute notre vie de A à Z, mais plus on est capable d'améliorer ces facteurs-là, plus on est en mesure de retarder le diagnostic. À l'heure actuelle, on dit que c'est environ 6000 centricois qui vivent avec un trouble neurocognitif. Et c'est quand même, on peut facilement augmenter ces chiffres-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec la maladie sans nécessairement avoir le diagnostic. Et dans 20 ans, on estime près du double au niveau des diagnostics. Donc, si on est capable de retarder 1, 2 ou 3 années le moment du diagnostic, ça va avoir un impact majeur, là. Probablement aussi que ça va augmenter à cause de la trop grande place que prend les écrans dans nos vies, hein. On le voit avec les enfants qu'ils sont tellement surstimulés. On a des téléphones pour se rappeler de tout, alors qu'avant, on devait beaucoup plus se servir de notre mémoire, tu sais, en tant que qualité humaine, là. Mais un des facteurs de protection, c'est de rester stimulé cognitivement. Donc, soit par des études, soit par un travail qui peut parfois nous sortir de notre zone de confort. Et oui, effectivement, là, de travailler notre mémoire, nos habiletés cognitives, là, fait partie des facteurs de protection. Se donner des défis mentaux. La lecture, j'imagine, aide oui, beaucoup. La lecture, l'apprentissage, puis c'est pas nécessairement, c'est sûr, là, d'aller à l'école, là, c'est très stimulant. Mais je sais pas, apprendre de jouer un nouvel instrument, apprendre une nouvelle langue, tu sais, vraiment sortir de notre zone de confort et se challenger mentalement, là, ça peut être très favorable. Muscler notre cerveau. Oui, mais il y a des programmes qui existent, là, entre autres, là, dont Santé Cerveau Pro, qui est un programme qui est utilisé en ce moment là, avec la Fédération québécoise. Il y a différents outils en ligne. Là, mon équipe des services conseils là, serait beaucoup plus en mesure que moi là, de donner des sites Internet là, qui peuvent nous aider également là, à travailler nos méninges. Et puis, j'aimerais savoir, c'est quoi les plus grandes problématiques des usagers de la Société d'Alzheimer? Et c'est quoi votre offre de service, votre programmation pour bien les outiller, ces personnes-là? Comme je vous disais d'emblée, notre mission cible à la fois les personnes qui vivent avec la maladie que les proches aidants. Au niveau de la maladie, c'est un trouble neurocognitif qui affecte le cerveau. Donc, les manifestations sont très différentes d'une personne à l'autre. Souvent, les premiers signes, on s'est dirigé vers une section de la maison, puis on se dit, bon, qu'est-ce que je venais chercher donc? Mais c'est des trucs qui vont arriver de plus en plus. Donc, des gens, des fois, qui vont se retrouver un petit peu perdus dans le temps aussi. Parfois, on a des symptômes dépressifs aussi parce que ça arrive souvent qu'avant le diagnostic d'Alzheimer, il va avoir une hypothèse de dépression. Et finalement, en creusant, on se rend compte que c'était de l'anxiété parce que la personne se rend compte qu'elle perd ses repères, mais ne sait pas trop pourquoi. Au niveau des proches aidants, c'est sûr que dépendamment du réseau de soutien, on a des gens qui ont d'excellents réseaux, plusieurs enfants qui vont se relayer, tout ça. On a quand même beaucoup d'isolement au niveau des proches aidants. C'est une lourde tâche
une personne proche aidante. Et souvent, on veut le plus possible accompagner la personne pour qu'elle se sente soutenue. Où c'est souvent difficile, c'est le moment de prendre la décision de la relocalisation. Il y a souvent de la culpabilité qui va s'installer à travers ça et on essaie parfois de désamorcer ça en préparant vraiment bien. Là, la personne va venir faire une visite, par exemple, à notre hébergement ou à l'hébergement qui est ciblé pour la relocalisation. Dépendamment de la façon dont la personne est atteinte, il y a une préparation différente d'une personne à l'autre là, également là, pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Mais honnêtement, j'ai vu quelques intégrations, par exemple, à notre résidence et ça se passe généralement assez bien. Au niveau de nos services, c'est sûr qu'à l'hébergement, on va vraiment y aller avec le rythme de la personne. Il y a une évaluation qui est faite avant que la personne intègre notre hébergement, justement pour savoir quelle stratégie on utilise pour favoriser le passage le plus doux possible, autant pour la personne que pour le proche. C'est sûr que c'est pas un conte de fées, là. Je veux dire, c'est pas parfait. Les gens vivent toutes sortes de deuil à travers ça aussi. Mais c'est ça, on évalue vraiment là, pour que ça se passe le mieux possible. Au niveau de l'équipe des services conseils, les services, on a par exemple l'ABC de la maladie. Ça, c'est vraiment 3 séries de 5 ateliers pour les proches aidants. On l'offre à la fois en présentiel et en virtuel pour essayer de couvrir vraiment là, tout le territoire du centre du Québec. On a également le café rencontre de la tête au cœur. C'est vraiment des proches aidants qui sont accompagnés de leur aidés, notamment afin de briser l'isolement, favoriser la création de liens, être capable d'échanger. On a le café rencontre pour proches aidants qui vise vraiment également à parler de leur réalité et à pouvoir échanger entre eux. Puis on sous-estime souvent l'effet du groupe. Parce que quand on est dans une situation comme ça, on a vraiment l'impression qu'on est seul au monde. Et finalement, quand on commence à parler à d'autres personnes, des fois, ça devient très rassurant et réconfortant. On a également un nouveau groupe qui commence cet hiver qui s'appelle Main dans la main. C'est un groupe de discussion entre personnes qui ont reçu récemment le diagnostic. C'est quelque chose qui est quand même difficile à recevoir, donc ça leur permet vraiment d'échanger sur comment ils le reçoivent, c'est quoi leurs craintes, comment ils anticipent la suite. Et en même temps, on les aide à comprendre un petit peu là, ce qui se passe et ce qui s'en vient. Au niveau du répit à domicile, c'est un service qui est référé par l'intervenant du CIUS. Donc, c'est vraiment lui qui va évaluer le niveau d'épuisement du proche aidant et nous recommander des heures. C'est généralement des blocs de 3 heures. En Mauricie-Centre du Québec, habituellement, là, c'est entre 3 et 12 heures qu'on peut offrir à domicile. Puis, tantôt, tu parlais des moyens qui sont offerts pour comme entrer en relation avec une personne qui souffre d'Alzheimer. Par exemple, quelqu'un qui était très tourné vers les arts, ben là, vous allez lui faire de la peinture, des activités artistiques. Quelqu'un qui était plus sportif, vous allez le tourner vers des activités physiques. Et quelqu'un qui était un amoureux des animaux. Est-ce que vous faites la zoothérapie? Oui, c'est sûr qu'on a vécu 2 ans de pandémie où tout a été arrêté en termes d'activité de bénévolat. Donc là, on est en train de réactiver ça. Et oui, la zoothérapie. Je vous dirais aussi là à Noël dernier, on a eu des enfants d'un centre de la petite enfance là près de la maison qui sont venus offrir des cartes et faire des chants de Noël. C'est généralement assez gagnant là. Le mélange intergénérationnel aussi là apporte beaucoup. Donc là, on est à réactiver la musique et souvent également quelque chose de très thérapeutique. Encore là, ça dépend vraiment du niveau d'atteinte. Tu sais, j'ai une résidente en tête à Myosotis actuellement, là, quand ça fait trop de bruit, là, elle nous le dit qu'on l'énerve. Donc, il y a des gens qui vont être très interpellés par ça, puis il y en a d'autres que ça va plus agresser et qui vont préférer des activités plus solitaires, plus individuelles. Donc, c'est pour ça que nos animatrices, là, à l'hébergement, vont essayer d'adapter vraiment. Des fois, ça va être des activités de groupe. Des fois, on va y aller un petit peu plus en individuel pour aller cibler les intérêts personnels de chacun. Donc, on essaie d'offrir une panoplie de services pour répondre au profil de chaque personne. Puis on voit que je parlais des animaux, c'est parce que ça me touche beaucoup. Tu sais, il y a quelque chose de très symbiotique dans la relation d'un être humain et son animal de compagnie. Quelqu'un qui doit être placé, admettons, à la maison Myosotis, est-ce qu'il peut amener son animal ou à l'heure actuelle, on peut pas. C'est-tu quelque chose que vous envisagez?
À court terme, je pense pas. C'est quand même assez complexe de par les réactions de chaque personne. Des fois, on a des gens allergiques également qui vivent avec nous. Donc, ça l'amène un obstacle de plus. Puis, des fois aussi, on a des gens qui physiquement gèrent moins leur force. Fait que ça peut parfois aussi amener une problématique. Et pour être capable, par exemple, les gens qui viennent faire de la zoothérapie chez nous ont vraiment une assurance, sont certifiés pour ça. Donc, il faut avoir une assurance aussi que l'animal va bien réagir au contact de tout le monde. Fait que c'est là, pour l'instant, là, c'est pas dans nos plans à court terme. Est-ce que tu as des conseils à nous donner? Si on est avec une personne Alzheimer puis elle nous demande tout le temps de répéter notre nom, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, j'aurais peut-être une anecdote par rapport à ça. Dans notre équipe, on a un conseiller au proche aidant. On a tenu un forum à l'automne à Victoriaville, un forum sur l'Alzheimer. Il a pris une personne dans la salle. Là, il lui a dit, quand t'es arrivé, la salle était dans une situation X. Maintenant, il y a quelque chose qui a changé. Qu'est-ce qui a changé? Là, tu vois la participante qui regarde un peu partout. Puis Alain insiste en disant, je le sais que tu le sais. Je le sais que tu le sais, regarde, observe. Puis on sent vraiment chez la personne un peu l'anxiété qui monte, puis de dire, ben voyons, attends une minute là, j'essaie d'analyser, j'essaie de voir. Tu sais, cette petite technique d'impact-là venait juste illustrer, ça donne rien de prendre de front la personne. À part augmenter son anxiété, si elle me dit mais je sais t'es qui donc, c'est quoi ton nom, puis ou j'arrive avec une amie puis je dis ben oui grand-maman, tu t'en souviens d'elle, c'est Amélie, tu l'as déjà vue, ben voyons, c'est sûr que tu le sais, ben voyons, je sais que tu le sais. On fait juste amplifier l'anxiété. C'est souvent très difficile pour le proche aidant parce que des fois on a l'impression de perdre un peu la personne qu'on aime, on a l'impression de plus nécessairement la reconnaître à travers tout ça. Donc, c'est d'essayer d'y aller vraiment jour le jour et de suivre le rythme de la personne. Tu sais, on a une personne à la résidence là, qui était réfractaire parfois à certains soins ou, j'ai une anecdote, tu sais, on a une résidente qui rote beaucoup. Mais je lui dirais pas, Amélie, arrête de roter, c'est pas poli. Plus je fais ça, plus je vais amplifier le comportement. Donc, on essaie souvent simplement de passer à autre chose. Oui, c'est de reconnaître l'émotion qu'elle a parce que même si des fois, ils sont plus toujours en mesure d'associer pourquoi à ce moment-ci je me sens comme ça, l'émotion est quand même réelle. Donc oui, on peut la reconnaître, réconforter tout ça et des fois diriger vers autre chose tout simplement là. Faut essayer de dépersonnaliser un petit peu, mais c'est difficile quand on a un lien d'attachement avec la personne. De pas se mettre la pression de changer sa situation, ça doit on pourra pas la changer. D'y aller avec humour, hein, j'imagine. Ben c'est sûr que moi j'ai quand même un bon sens de l'humour, donc ça dédramatise beaucoup de choses. Puis c'est d'aller chercher de l'aide pour soi aussi, parce que comme proche aidant, on a des deuils à vivre à travers tout ça, on a des choses à accepter. Donc notre équipe de service conseil est vraiment là aussi pour soutenir la personne proche aidante dans tout ça, parce que c'est facile pour moi à la résidence. Les gens arrivent déjà avec la maladie, j'apprends à les connaître comme ça, j'ai un lien d'attachement avec eux, mais pas du tout le même que si c'était mon parent, mon proche, mon conjoint, ma conjointe. Donc c'est là que, c'est ça, pour le proche aidant, là, de pas hésiter d'être bien accompagné aussi dans tout ça pour lui. Et je parlais tantôt de l'ABC de la maladie, quand on comprend un petit peu, souvent on accepte mieux. Puis Valérie, comment on fait pour vous contacter? Il y a la page Facebook qui est le site internet. Veux-tu qu'on recommence? On va le refaire. C'est correct. Et Valérie, comment on fait pour vous contacter? Notre site internet est quand même un résumé de tout ce qu'on a parlé. C'est alzheimer.ca/Centre du Québec. Via cette page, il vous est possible d'accéder aux dons. Également de devenir membre. Devenir membre, pour nous, ça signifie que vous appuyez notre mission et que vous souhaitez qu'on continue à offrir notre offre de service à la population. On a également une page Facebook qui est Société Alzheimer Centre du Québec, une chaîne YouTube également dans laquelle on diffuse différentes capsules informatives, une page LinkedIn au nom de la Société Alzheimer Centre du Québec toujours. Parfait. Puis comment on peut utiliser vos services? La porte d'entrée, c'est souvent via nos services conseils. Donc, on a un pied à terre présentement à Drummondville sur la rue Loring
et à Victoriaville également. Donc, les numéros de téléphone sont sur notre site Internet. Vous pouvez appeler directement les gens des services conseils et eux vont vraiment être en mesure de vous proposer ce qui correspond le plus à vos besoins. Que ce soit un groupe de discussion, que ce soit de l'information sur l'hébergement, une demande de répit. Donc, on est capable de vous mettre en lien avec les bonnes personnes là, par cette porte d'entrée-là. OK, ça marche. Puis, je te laisse le mot de la fin. Mais je vous dirais, tardez pas. On voit beaucoup, quelqu'un qui a un diagnostic de Parkinson ou de sclérose en plaques ou de diabète n'est pas nécessairement gêné d'en parler. On réalise avec les troubles neurocognitifs que lorsque le diagnostic arrive, souvent on se sent mal, on veut pas trop en parler, on a peur de ce que les gens vont penser. Tardez pas à aller chercher de l'aide. Plus tôt vous vous mettrez en action, mais plus que vous allez avoir du pouvoir sur la suite des choses. Et malheureusement, on vit parfois avec des listes d'attente, donc attendez pas d'être au bout du rouleau avant de nous contacter. Merci Valérie. Merci Amélie.